voie express. Tout sera terminé fin janvier. La gauche divisée comme jamais. C'est la question que l'on peut se poser au vu des différences affichées, des candidatures qui se multiplient. Une gauche que Manuel Valls tente de rassembler. Place au débat cet après-midi entre Thierry Pech. Bonjour, merci d'être avec nous, directeur de Terra Nova, et avec vous Gaspard Koenig. Bonjour. Bonjour. On le rappelle, président de Génération Libre et auteur de ce livre, Les aventuriers de la liberté. On s'arrête d'abord donc sur la stratégie de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre a, semble-t-il, une marge de manœuvre assez réduite entre son image, ses positions passées assez clivantes, on y reviendra dans un instant, et sur ce bilan du quinquennat, il va devoir défendre ce bilan extrêmement contesté. Il est forcément dépositaire du bilan, Manuel Valls. C'est une bonne question. En réalité... forcément, non. Et peut-être de trop, alors. Forcément, il est discutable. Solidaire, certainement, puisqu'il a exécuté une politique. Il en a été un des ouvriers, sinon un des concepteurs. Mais depuis l'alignement des mandats législatifs et présidentiels, depuis le quinquennat, on le sait bien, Nicolas Sarkozy l'avait dit de façon désagréable à propos de François Fillon, de son collaborateur. Son collaborateur. On sait bien que le Premier ministre n'est pas l'auteur de la politique, mais plutôt son exécutant. Alors, être l'exécutant d'une politique, c'est en être solidaire, certainement. Il n'empêche que lorsque vous prenez un peu de recul, lorsque le principal responsable lui-même est sorti du jeu en disant « bon, voilà, mon bilan, je le trouve pas mal, mais je ne vais pas aller le défendre », eh bien, vous pouvez exercer quand même un peu un droit d'inventaire sur un certain nombre de choses. Par exemple, sur la déchéance de la nationalité, je crois que le président de la République a été très clair. Il a dit « c'était mon choix, c'était un choix qui devait unir, c'est un choix qui a divisé, mais c'était mon choix ». Donc, la question du bilan et du lien, en tout cas, est-ce que le bilan lie réellement Manuel Valls? Une question qui n'est pas complètement tranchée. Il en est solidaire, mais il n'est pas nécessairement lesté par cette question. Effectivement, c'est vrai qu'il est... Alors, il n'est pas forcément comptable de ce bilan. Il y est associé, en tout cas par l'opposition, ça c'est vrai, mais son image n'est pas aussi dégradée que celle du président de la République, l'image de Manuel Valls. Il y a quand même un certain nombre de choses dont il est directement comptable parce que c'est lui qui en a pris l'initiative. Et je pense surtout à la dégradation terrible des libertés individuelles dans notre pays. Je pense que c'est le Premier ministre le plus autoritaire de l'histoire de la République. Et ça, il l'a fait lui-même, il l'a assumé, c'est son bilan. Ça a commencé par la loi renseignement, ça a continué avec l'état d'urgence, dont il a assumé la prolongation. Ça continue maintenant avec ce fameux méga fichier donc l'ensemble des citoyens et leurs données biométriques seront centralisées par l'administration. Et alors le coût final, la flèche du part, vous savez que les parts tiraient en se retournant avant de partir vers d'autres aventures, ça a été ce décret invraisemblable signé hier par Manuel Valls, encore Premier ministre, qui met la Cour de cassation sous le contrôle du gouvernement. La séparation des pouvoirs, qui est vraiment le fondement de notre État de droit depuis Montesquieu, a été totalement et consciemment bafoué par Manuel Valls, qui a donné des pouvoirs extravagants à l'exécutif, dont il s'est emparé. Et honnêtement, il faut d'abord aujourd'hui, sur le fond, s'inquiéter de la dérive policière de l'État français, et surtout, Manuel Valls en est l'unique, le premier, le seul et le responsable assumé. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut répéter, parce que ça marque non seulement son bilan, mais aussi ça marque sa personnalité. C'est quelqu'un d'autoritaire. Voilà. Thierry Pech. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis volontiers Gaspard Koenig sur le fait qu'on ne s'inquiète pas assez de la question des libertés publiques aujourd'hui. Je pense que par exemple, on ne peut pas et on ne doit pas s'installer dans l'état d'urgence. Il est prorogé. La question est maintenant, quand est-ce qu'on en sort? Mais cet état d'urgence, il a été ouvert dans des conditions terribles, d'attaques terroristes, face auxquelles on était un peu démunis. Et je vous rappelle que le président de la République au Congrès avait proposé d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution et à cette occasion de le limiter, de l'encadrer. Ce projet, malheureusement, n'a pas pu voir le jour. Je pense que tous les amis des libertés publiques auraient pu se féliciter de voir l'état d'urgence inscrit dans la Constitution et de cette manière ne pas pouvoir être utilisé n'importe comment par d'éventuels successeurs. Ça reste à faire, mais là, pour le coup, Manuel Valls était d'accord avec cette proposition. Et donc je pense que son personnage est un peu plus complexe que ce que vous mettez en valeur. Il a certes un côté républicain, jacobin,
il croit à l'autorité de l'État fortement. Je crois qu'il y a une gauche girondine qui se retrouve difficilement dans ce type d'attitude, c'est tout à fait certain, mais je pense qu'il ne faut pas le caricaturer pour autant. Et alors, quand on parle de caricature, justement, parce que le bilan de François Hollande est extrêmement décrié par l'opposition, évidemment, par une partie de la gauche de la gauche, est-ce que ce bilan est si terrible ? Moi, je pense que le fait que François Hollande se soit retiré va permettre de regarder ce bilan un peu sereinement. Il y a plusieurs façons d'examiner un bilan. On peut l'examiner à la lumière des promesses, à la lumière des circonstances, mais on peut aussi l'examiner à la lumière de ce qui en restera. Lorsque j'écoute François Fillon, par exemple, je n'entends pas que François Fillon ait envie de mettre fin au CICE. Je n'entends pas que François Fillon ait envie de mettre fin à la complémentaire santé généralisée. Au contraire, il va s'en servir pour faire des choses discutables. Je n'entends pas qu'il ait envie, il a même dit le contraire, de mettre fin à la fin du cumul des mandats, à la transparence de la vie publique, à la loi Macron, au travail le dimanche, tel qu'il est en tout cas autorisé, peut-être pas assez, peut-être trop, mais bon. Donc, en réalité, quand vous regardez de près le contenu des réformes, il y a beaucoup de ces réformes qui ne seront pas abrogées, qui ne seront pas remises en cause. Alors, sur l'école, je pense que si la droite revient au pouvoir, elle défera une partie de ce qui a été fait. Mais sur beaucoup de sujets, elle ne défera pas. Elle n'ose pas le dire. Elle est embarrassée à cette idée. Mais c'est tout de même une façon de réexaminer ce bilan de façon un peu objective. Alors, dans le bilan, il y a aussi une gestion politique qui a été calamiteuse. C'est ça, mais alors c'est-à-dire l'image a brouillé finalement le message et les réformes qui ont été menées. Écoutez, il ne faut pas exagérer Gaspard non plus. Koenig, évidemment, vous n'allez pas être d'accord. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense que c'est des réformes quand même assez mineures dans l'ensemble. Vous n'avez pas eu une réforme structurelle de l'économie française, pas une seule. Il y en a eu dans le quinquennat précédent. Ah non, aucune. Mais d'ailleurs, il y a une continuité très forte. Pourquoi ? Parce que la France est tenue par son administration et qu'aujourd'hui encore, qui fait les programmes des différents candidats ? C'est l'inspection des finances qui fait remonter les notes de l'administration et les mêmes causes produisent incessamment les mêmes effets depuis 30 ou 40 ans, ce qui fait que c'est très difficile pour un politique français d'envisager la rupture, la vraie. C'est-à-dire on efface quelque chose et on le remplace par autre chose. Quelque chose qui n'existe quasiment plus. Et toutes les mesures dont on parle sont des mesures de sous-chef de bureau. Moi, je pense que la seule mesure intéressante qui a marqué ce quinquennat, et c'est tant mieux, c'est le mariage pour tous. Bon, ça, c'est une avancée sociétale, c'est très bien. Il fallait le faire, j'espère que ça ne sera pas d'effet. Mais à part ça, c'est des ajustements extrêmement mineurs. Et qui vont d'ailleurs tous dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une plus grande centralisation. Donc je déplore, mais ça reste. La loi El Khomri, c'est pas plus de centralisation. Ça, on peut en parler. L'article 2 de la loi El Khomri, c'est quand même 180 pages de dispositions supplétives. Mais est-ce que c'est plus de centralisation de dire qu'on va donner plus de marge à la négociation d'entreprise ? Ça, je serais le premier à vouloir donner plus de marge à la négociation d'entreprise. Mais je constate que le texte n'a pas été élaboré réellement dans cet esprit, parce que l'article 2 fait qu'en fait, ça sera beaucoup plus compliqué de faire des négociations d'entreprise aujourd'hui que ça l'était de faire des conventions collectives hier. Donc, sur cette question, est-ce que Manuel Valls a une marge de manœuvre réduite, puisqu'il va devoir défendre ce bilan-là ? Pas forcément. C'est pas forcément un handicap. C'est pas forcément un handicap, et puis de toute façon, je pense qu'on ne gagne pas une élection sur un bilan. Voilà, on la gagne sur un projet. Ce qu'on attend maintenant, c'est le projet de Manuel Valls qui nous explique où il a envie d'emmener le pays. Ce qui a manqué à ce quinquennat, c'est un récit. Je crois que François Hollande était persuadé, à tort, qu'on ne peut réformer que sans le dire. Or, je pense exactement le contraire. Il est difficile de gagner en disant exactement ce qu'on va faire si on veut la rupture, parce qu'on ne rassemble pas son camp sur une idée de rupture. Oui, même si François Fillon peut-être... Oui, mais on va voir. Oui. On va voir combien de temps ça tient. Effectivement. Mais franchement, avant les réformes, il faut des idées. Et on attend les idées. Mais oui, mais je veux dire, on ne les attend pas à un mois d'une présidentielle. Les idées, quand on est un homme politique digne de ce nom, on les a développées pendant 30 ans. On sait exactement. Et donc, pour vous, on ne connaît pas les idées de Manuel Valls. Justement, on va pouvoir... des communicants. Manuel Valls, c'est un communicant qui a commenté incessamment sa propre action. Et nous avons des gouvernements de communicants. Et on attend des idées. C'est votre mot. On le développe dans un instant, juste après l'essentiel de l'info de Julien Domel. À tout de suite. On continue d'analyser sur LCI la stratégie de Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, avec un débat cet après-midi entre Thierry Pech, directeur de Terra Nova, et Gaspard Koenig, président de Génération Libre, et on le rappelle, auteur de cet ouvrage, Les Aventuriers de la Liberté. On se demandait donc si les marges de manœuvre de l'ancien Premier ministre n'étaient pas réduites, suite donc au bilan dont il est peut-être ou pas dépositaire, c'était le sujet de notre premier débat, et suite à ses propos extrêmement clivants, notamment sur cette gauche, opposition, disait-il, irréconciliable en février dernier. Le problème n'est pas d'organiser une primaire qui irait
de Mélenchon à Macron. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il n'est pas là. Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche. Des positions irréconciliables à gauche et maintenant il va falloir rassembler. Est-ce que ces propos-là peuvent lui porter préjudice ? C'est un petit peu compliqué, c'est la difficulté stratégique dans laquelle Manuel Valls se trouve aujourd'hui. Il dit des positions irréconciliables et non pas des gauches irréconciliables comme on l'a dit. Et c'est vrai qu'il y a des positions irréconciliables. Je veux dire, Mélenchon a une conception du marché qui n'est absolument pas celle de Manuel Valls ou d'Emmanuel Macron un peu plus au centre. Bon, donc ça ne fait pas de doute. La question stratégique qui est la sienne, c'est que, en gros, pour schématiser, Montebourg, les frondeurs, dans un congrès habituel du Parti socialiste, ça fait 20%. Manuel Valls, cette gauche de centre-gauche, moderne, un peu plus républicaine, autoritaire, si vous voulez reprendre les mots de Gaspard Koenig, ça fait 20-25%. Et entre les deux, vous avez l'espace habituel des rassemblements, des synthèses, qui ont beaucoup été moqués par le passé, mais qui sont nécessaires parce que la Ve République est implacable avec ceux qui ne savent pas se rassembler. Et donc cet espace-là, il a été occupé autrefois par Martine Aubry, puis par François Hollande et d'autres personnages. Emmanuel Valls cherche à occuper cet espace-là, à rassembler les troupes socialistes à l'endroit où elles se sont toujours rassemblées, d'une certaine façon. Et pour ça, effectivement, il ne peut plus avoir l'attitude qui était la sienne dans l'extrait qu'on vient de voir, qui n'était pas fausse, qui était juste, je crois, dire attention, il y a des positions irréconciliables, c'est comme ça, la gauche, elle est clivée. Il doit au contraire rassembler les morceaux, parce que la Ve République, c'est ça. C'est malheur à ceux qui ne se rassembleront pas. Moi, je ne suis pas un fervent partisan de la Ve République, je m'empresse de le dire. Mais c'est la réalité du jeu institutionnel. Effectivement. Gaspard Koenig. Ouais, d'abord, je concours évidemment avec ces propos, parce que la Ve République, c'est quand même depuis 1962, depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, le retour au césarisme, contre lequel les libéraux avaient tant lutté au XIXe siècle. Nous sommes pour un législatif représentatif et que l'exécutif se contente d'exécuter. Mais maintenant, ensuite, sur ces primaires, ce qui est intéressant, c'est de voir que la confusion dans laquelle semble mettre Manuel Valls reflète en fait le fait que vous avez beaucoup moins de points communs aujourd'hui entre les gens de gauche d'un côté, ensemble, et les gens de droite de l'autre côté, ensemble, qu'entre certaines de ces personnes de chaque côté. Et qu'en fait, vous avez deux camps qui se dessinent et qui pensent un peu la même chose, à gauche comme à droite. Et pour caricaturer un peu, je dirais les partisans de la société ouverte et les partisans de la société close. Vous mettez Montebourg et Guénaud à un débat où j'avais été récemment, mais ils pensent exactement la même chose sur tous les sujets. À droite, vous appelez ça le souverainisme. À gauche, vous appelez ça le patriotisme économique. Mais en fait, c'est exactement, concrètement, la même chose. Ils sont pour un État plus fort, pour assumer des frontières et pour mieux orienter les forces vives du pays. Et vous avez des gens ensuite comme Macron, alors Valls, je ne sais pas trop, mais comme NKM à droite, qui sont au contraire pour une société plus ouverte, plus libre sur tous les plans. Et je pense que ça va être ça, les deux grandes fractures qui vont apparaître dans le siècle qui vient, la société ouverte ou la société fermée. Et effectivement, ça rend les primaires au sein de chaque parti forcément un peu désuètes. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a comme trait commun entre Mélenchon et Valls ou Macron s'il y participé? Mais rien du tout. En revanche, les traits communs entre Mélenchon et Le Pen, il y en a énormément. Vous prenez les deux programmes, vous les mettez côte à côte, mais c'est la même chose, surtout même sur l'immigration d'ailleurs maintenant, puisque Mélenchon Ce que vous dit Gaspard Koenig, c'est que la droite est aussi divisée que la gauche. Oui, alors c'était un peu sur les points sur lesquels je voulais rebondir, parce qu'effectivement, ce qui est apparu dans cette primaire de la droite, c'est qu'il y avait quand même une cohérence, presque une homogénéité à part quelques points, ce qui n'apparaît pas du tout dans la primaire de la gauche, au contraire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'à droite, par exemple, sur les questions de société, il y avait quand même très très peu d'homogénéité. Entre NKM et François Fillon, on va quand même du noir au blanc. Ensuite, sur les questions économiques, vous aviez quand même encore le dirigisme sarkozyste qui était là, même s'il a été finalement éliminé. Ensuite, vous avez le conservatisme statu quo, c'était Alain Juppé. Et puis, effectivement, sur le plan économique, François Fillon lui adopte des positions plus libérales. Donc, sur les questions sociétales, effectivement, mais sinon, on a l'impression que c'était des positions qui étaient conciliables, alors que là, les positions, effectivement, entre un Benoît Hamon et un Manuel Valls, il y a quand même des conceptions économiques qui paraissent un peu... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'entre quelqu'un comme Éric Ciotti auprès de Sarkozy et quelqu'un comme NKM, il y a de profondes différences à la fois sociétales, culturelles, morales,
Et ça fait des espaces qui sont considérables dans l'exercice ensuite du pouvoir. Donc je pense que la droite est tout aussi divisée que la gauche, mais que ça se voit moins parce que l'alternance, etc. Et on le voit aussi chez les électeurs eux-mêmes, qui ne savent plus, dans beaucoup de cas, s'ils sont à gauche ou à droite, s'ils vont voter à gauche ou à droite, s'ils vont voter aux primaires de gauche ou de droite ou les deux, non pas par stratégie, mais par conviction. Parce que moi, je pense que la société industrielle dont on sort était fondée sur les grandes catégories. On appartenait à une certaine classe sociale, on se reconnaissait dans un certain parti, on se reconnaissait dans une moyenne, en fait. Et aujourd'hui, dans une société numérique où tout est individualisé, où tout est sur mesure, eh bien, on n'a plus d'automatisme de reconnaissance. Et donc, on va, en fonction de ce qu'on est à un moment donné, se reconnaître plus ou moins dans l'un ou l'autre. C'est là qu'une candidature d'Emmanuel Macron est moderne, alors ? Pour moi, d'ailleurs, c'est son discours quand il parle des progressistes d'un côté et des conservateurs de l'autre, qui vont. On a beaucoup moqué le fait d'être par-delà la droite et la gauche, parce que c'est vrai que ça fait 50 ans qu'on l'entend. Mais je pense que ça va finir par advenir. Je pense que le marqueur de la gauche, c'était quand même une certaine forme de socialisme réel qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, Emmanuel Macron, en plus, essaye de construire un libéralisme qui n'est plus le libéralisme, en effet, de François Fillon, qui est le libéralisme des années 80, un libéralisme un peu thatchérien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais Macron essaye de faire du libéralisme deuxième génération, si je puis dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures qu'il propose ou qu'il pourrait proposer, mais c'est beaucoup plus innovant et je vois des gens qui s'y retrouvent, qui viennent effectivement. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir, il y avait un sondage qui montrait d'où venaient les gens qui supportaient Emmanuel Macron, de quel parti ils venaient. Et c'était totalement équilibré sur l'ensemble des partis, y compris extrême droite, extrême gauche, centre droit. Ils pouvaient rassembler. Vous parliez des marqueurs de gauche quand même. On va revenir sur cette primaire avec les propos passés de Manuel Valls qui ont pu choquer l'électorat de gauche, on va l'appeler comme ça, sur les 35 heures par exemple. Alors ça remonte à un petit peu loin, mais quand même il avait dit il faut déverrouiller les 35 heures. Ça, évidemment, c'était en janvier dernier, donc c'était pas si loin finalement. Ça choque, donc c'était cette année encore. Et il va falloir qu'il fasse campagne dans une primaire de la gauche, qu'il convainque les socialistes. Mais les 35 heures sont largement déverrouillées à présent. En réalité, c'est une mesure légale, c'est un seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Mais il n'y a plus de carcan des 35 heures. D'ailleurs, il n'a quasiment jamais existé quand on regarde techniquement comment ça a fonctionné. Non, mais dans les mots... si vous voulez, je pense que le cocktail gagnant aujourd'hui, c'est pas je suis libéral ou je suis social. C'est je suis capable de dessiner un arc entre des mesures très sociales et des besoins de liberté très réels. Moi, je pense que le libéralisme de François Fillon est un libéralisme vraiment préhistorique. C'est le libéralisme de l'État maigre, c'est le libéralisme de la taxe révolte, c'est l'ambiance des années 80, du reaganisme, du thatchérisme, etc. Mais le libéralisme de la liberté, si j'ose dire, le libéralisme qui s'attaque aux rentes, le libéralisme libre-échangiste, celui-là n'est pas franchement de droite, à mes yeux. Et là, mais attendez, moi j'assume pleinement ce point. Je suis libéral politique, je suis plutôt libéral culturel, et je n'ai pas de problème à me sentir libéral économique si on le définit comme ça. Donc, c'est le libéralisme de la fin du XVIIIe siècle, en réalité. Bon, tout à fait. Bon. Mais en même temps, de l'autre côté, là où il faut des marqueurs de gauche, c'est qu'il y a accumulé dans nos sociétés, en France, mais c'est vrai aux États-Unis, on l'a vu, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai dans beaucoup d'autres pays européens, des gens qui sont des perdants des années qui viennent de s'écouler, des perdants de la mondialisation, des gens qui sont très insécurisés, qui sont déclassés. Et il faut apprendre à les protéger, mais les protéger autrement. Oui, absolument. Et c'est là que vous avez... Et là, on a besoin espèce de réinvention de la protection sociale, de réinvention de l'État social. Et ça, ce sont des marqueurs très à gauche. Le problème, c'est pas être 35 heures ou pas aujourd'hui. C'est comment vous donner à des gens qui ont perdu toute confiance des raisons de croire un peu en leur avenir. Et ça, vous l'entendez chez les candidats ? C'est ça que j'attends d'entendre. D'ailleurs, qu'on n'entend pas encore. Alors. Il y a un sujet qui, à mon sens, va être très important dans ces primaires de gauche et dans le pays en général, parce que précisément, c'est une manière de faire une politique sociale de manière libérale. Et ce sujet, c'est le revenu universel. Alors, et vous voyez Benoît Hamon, reprise par Manuel Valls. Exactement. Alors Manuel Valls hésite parce que lui, il l'a mentionné au passage d'un post Facebook, d'ailleurs de manière contradictoire, puisqu'il a dit revenu universel oui, mais sous condition. C'est un oxymore à lui tout seul, voilà. Benoît Hamon, lui, l'a exposé de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus structurée et assez cohérente sur les chiffres. Donc je pense qu'il travaille de ce côté-là.
Et ça va nécessairement être à gauche le sujet sur lequel les candidats vont devoir se positionner. D'ailleurs, François Hollande, il y a une semaine avant d'annoncer sa démission, avait lancé l'idée du patrimoine universel, qui est encore une autre variante. Mais on voit bien que ça les travaille et qu'aujourd'hui, chacun réfléchit autour de ça. Si on veut réinventer la protection sociale d'une manière qui soit moins bureaucratique, moins paternaliste et qui laisse les gens responsables de leur destin, eh bien, le revenu universel est une solution qui est pour moi une solution précisément libérale et qui permet d'adapter le filet de sécurité au monde moderne. Protection sociale, alors ça me fait penser à hier le discours du nouveau Premier ministre, Bernard Cazeneuve, dans ses premiers mots, une fois que la passation de pouvoir est terminée avec Manuel Valls. Il dit, mais les prochains objectifs de ce gouvernement, donc ce sera la protection, progresser et terminer les dossiers. Dans la protection, il précise évidemment la protection des Français dans le contexte actuel. Et il précise, mais aussi la protection sociale qu'il ne faut pas oublier. Oui, parce que, moi je ne suis pas un partisan du revenu universel. En revanche, je crois qu'on peut se rejoindre sur la nécessité de protéger les individus, des singularités et des gens qui sont dans des circonstances différentes selon le moment de la vie, selon l'endroit où ils habitent, leur histoire, leur capital culturel, etc. Donc, je suis plutôt partisan d'un revenu minimum décent, mais qui serait de nature à garantir à tout un chacun un minimum de ressources dans les moments difficiles de la vie. Bon, on a ce débat. J'espère d'ailleurs qu'on pourra le poursuivre et l'approfondir. Alors, ce gouvernement de Bernard Cazeneuve, il ne va pas faire de nouvelles réformes. C'est très clair, l'agenda parlementaire est très dégagé à présent. Mais il doit porter la suite de ce qui a été entamé. En particulier, le compte personnel d'activité qui doit se déployer, qui est un compte individualisé, ça va dans le bon sens, c'est de la protection sociale attachée aux personnes. Quelles que soient vos ruptures d'emploi, eh bien vous gardez des droits à la formation, un compte pénibilité qui fait beaucoup débat, mais qui fait partie du compte personnel d'activité. Et tout ça, il faut le mettre en œuvre, il faut le mettre en marche. Il faut expliquer aux Français à quoi ça va ressembler. Vous voyez, le compte personnel d'activité, j'ai un smartphone sur moi, et bien un jour, je l'aurai sur mon smartphone, c'est-à-dire je pourrai savoir quels sont mes droits à formation, peut-être un jour mes droits à retraite, et ça changera ma vie, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut traverser un maquis bureaucratique invraisemblable, faire la queue à de nombreux guichets, se battre avec des kilomètres de réglementation pour savoir exactement quels sont ses droits sociaux. Donc, il y a du travail sur ce chemin, et le CPA est sans doute l'embryon d'une sécurité sociale différente. Donc c'est pour ça, je pense que le gouvernement est fondé à parler de protection sociale. Alors en attendant donc d'avoir un peu plus les idées des candidats, les candidatures semblent se multiplier dans cette primaire de la gauche. Vincent Peillon vraisemblablement se préparerait. Patrick Mennucci, l'un des soutiens de Vincent Peillon, était sur notre antenne tout à l'heure. Et pour lui, vous parliez d'un candidat de synthèse. Finalement, Vincent Peillon, pour lui, ce serait le candidat qui rassemblerait le plus. Ce qui est important, c'est d'incarner dans cette primaire qu'un candidat incarne le Parti socialiste que les Français aiment. Celui qui, depuis 30 ans, a été capable de transformer les choses dans ce pays et en même temps d'être un parti de gouvernement. Je crois que Vincent Peillon a cette capacité-là. C'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est un homme de gouvernement, mais c'est aussi quelqu'un qui a des principes et il n'est certainement pas social-libéral, ce que nous reprochent beaucoup de Français. Patrick Mennucci dit que Vincent Peillon serait le représentant de la gauche que les Français aiment. C'est quoi la gauche que les Français aiment? Les Français, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas celle que j'aime moi, parce que on parlait de jacobinisme tout à l'heure. Alors Vincent Peillon, c'est vraiment le jacobin convaincu type. Vous savez, dans mon think tank, on organise tous les ans, un peu pour rire, le prix de la phrase la plus étatiste de l'année. Autant vous dire que ça se bouscule au portillon, à gauche comme à droite. Et je me rappelle que Vincent Peillon l'avait emporté, je tiens à lui rendre hommage, il y a 2 ans, pour cette phrase qui était quand même magnifique sur l'éducation, justement, dont il était ministre, où il disait « Le but est que le temps collectif prime sur le temps privé ». S'agissant des enfants à l'école. Mais c'est en fait une phrase magnifique parce qu'elle résume son projet. Le but, c'est de socialiser le plus possible les activités, l'école et la vie des gens. Et c'est ça, c'est un projet dirigiste, jacobin, classique. Cripèche. Question. Alors, vous parliez, il fallait un candidat qui rassemble. Est-ce que Vincent Peillon peut être celui qui rassemble entre Manuel Valls un peu plus à droite et les Benoît Hamon et les Arnaud Montebourg un peu plus à gauche? Vincent Peillon a une identité philosophique. En politique, je dis philosophique parce qu'il a écrit des livres de philosophie qui le met à peu près au barycentre de l'échiquier socialiste traditionnel. On connaît ses positions sur l'école. En revanche, moi, je ne connais pas ses positions sur l'emploi. Je ne connais pas ses positions sur la compétitivité. Donc, il y a encore beaucoup
à nous faire découvrir pour qu'on puisse dire, voilà, Vincent Peillon est le candidat du Rassemblement. Mais ce qui est tout à fait certain, c'est que c'est ce grand espace central que je décrivais tout à l'heure, il faut l'incarner, il faut le représenter, il faut l'occuper. Bon, parce que c'est là que les synthèses peuvent se faire. Bon, croit-on ? C'est en tout cas ce qu'on croit. Bon, si jamais l'électorat s'est déplacé un peu plus à droite ou un peu plus à gauche sous l'échiquier habituel du Parti socialiste, on va au-devant d'ailleurs de grandes surprises. Mais pour le moment, on pense ça. Donc c'est normal que cet espace attire de nouvelles candidatures. La difficulté, c'est que s'il y a trop de monde sur la ligne de départ, on peut avoir des effets 21 avril à l'intérieur de la primaire, c'est-à-dire des effets de dispersion des votes qui font que le deuxième tour pourrait être assez inattendu. Bon. Il ne faut pas oublier qu'on parle aussi de quelque chose d'assez picrocolin, parce que finalement, si on en croit les sondages actuels, même si bien sûr il ne faut plus croire les sondages, parler de la primaire de la gauche, c'est un peu comme parler de la primaire des écolos, puisque normalement on a dans l'ordre d'arrivée du premier tour, la droite, l'extrême droite, Emmanuel Macron, si j'en crois les plus récents sondages, et ensuite le candidat du PS. Donc finalement, ça va peut-être qu'un jour, ça ne sera plus un phénomène central de notre vie politique de savoir qui est le candidat du Parti socialiste. Je crois que vous avez tort d'être méprisant. Non, mais je constate simplement qu'aujourd'hui, c'est 10-15% de l'électorat. On verra quelle sera la participation à la primaire. La dramaturgie des primaires a quand même montré au moins à 2 reprises dans notre histoire récente qu'elle faisait venir les gens à la chose publique. Parce que ça veut dire que les Français aiment voter. Je pense que les Français ne veulent plus qu'on décide pour eux, dans leur famille de sensibilité. Alors quand on dit les Français, attention, en 2011, comme à la primaire de la droite et du centre cette année, les classes populaires ne se sont pas déplacées. Voilà. Et les petites classes moyennes, probablement, très peu. Bon. Donc c'est une France qui va plutôt bien, qui choisit le programme pour le reste du pays. Qui voyez, cette année, vous allez avoir le choix entre Fillon et X et Y. Bon. Donc c'est la limite du jeu. Mais à chaque fois, ça a eu un très grand succès. Et je comprends les raisons pour lesquelles ça a eu un succès. Et je ne serais pas surpris qu'en janvier prochain, il y ait beaucoup de gens pour venir voter à la primaire de la gauche. Donc ça amène à la question, qui vote à gauche encore aujourd'hui en France ? Écoutez, d'après ce qu'en disent les études dont on dispose au terme des scrutins échus ces dernières années, l'électorat de gauche, c'est un électorat plutôt urbain, aujourd'hui plutôt plus âgé que la moyenne du pays, plutôt qualifié. Et ce qui manque à cet électorat de gauche, c'est ce qui a fait son emprise majoritaire dans le pays lorsque la gauche a gagné des élections, c'est-à-dire le complément nécessaire dans les classes moyennes et les classes populaires, dans les classes moyennes inférieures et les classes populaires. La gauche a du mal à retrouver son audience dans les classes populaires et elle a du mal à crédibiliser la coalition électorale qui lui a toujours souri. C'est-à-dire les classes moyennes emmènent les classes populaires sur un chemin de progrès. C'est ça le récit enchanté des années de la fin des années 70, si vous voulez. Bon, ça marche plus tellement. Et je pense que ça marche plus parce que sur 2 questions, la gauche n'a pas vraiment de réponse convaincante. La mondialisation et la mise en concurrence des travailleurs à échelle internationale, c'est le premier reproche que lui font les classes populaires. Et la deuxième question, c'est l'immigration et les questions d'identité. Bon, là, la gauche est totalement démunie, essaye de fuir le sujet au lieu de le prendre de face. C'est de dire, écoutez, moi je pense qu'on peut avoir un discours crédible sur ces questions qui ne soit pas le discours du gendarme et de la barricade. Mais il faut au moins en parler. Mais l'impression que ça donne un peu de l'extérieur, c'est que la gauche continue à essayer de préserver les classes ouvrières, notamment via le droit du travail, etc., sans se rendre compte qu'en faisant cela, elle exclut les nouvelles classes populaires, que sont, pour prendre un exemple bien connu, les chauffeurs VTC, les gens qui sortent de leur banlieue, qui vont conduire un véhicule. Bon. Et en fait, leurs intérêts aux deux sont totalement antagonistes. Et du coup, la vraie question, ça va être, est-ce qu'à gauche, on va entendre le discours de briser les rentes ? Parce que briser les rentes, pour moi, c'est s'ouvrir aux nouvelles classes populaires. Et c'est celles qui peuvent entendre ce discours et à qui on ne parle pas aujourd'hui. Mais ces grands enjeux, finalement, de société, on a l'impression qu'ils sont absents des débats, que ce soit donc à droite récemment, que ce soit précédemment dans les élections précédentes. C'est sûr, c'est un peu décevant. On continue à parler des 35 heures, qui est effectivement pas le sujet majeur du pays, ou de l'ISF. Et alors, évidemment, on parle même pas de toutes les innovations
biomédicales qui sont en train de révolutionner presque l'humanité. Donc c'est vrai qu'on est quand même à des années où évidemment du numérique, on fait toujours un peu la cerise sur le gâteau alors qu'il est en train de transformer l'ensemble des sociétés. Et on en est là. On travaille par exemple sur la question du droit de propriété privée sur les datas. Dois-je posséder mes propres datas? Aujourd'hui, ça paraît quelque chose de totalement marginal alors qu'en fait, ça devrait presque structurer le débat public. Donc c'est vrai qu'on reste sur des vieux sujets qu'il faut traiter mais qui semblent... 20 secondes pour conclure malheureusement. Sur cette primaire de la gauche, on vous a senti sur des positions un peu antagonistes. Vous êtes apparemment plutôt positif, c'est-à-dire optimiste sur cette primaire de la gauche. Ce ne sera pas le désastre annoncé. Non, enfin la messe est loin d'être dite. Maintenant, une primaire, ça fait pas de miracle. Hein. Ça peut permettre de choisir un chef dans une famille, mais ça réconcilie pas les familles entre elles. Pascal Koenig. Gaspard. Mais moi je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup qui me font rêver dans la primaire de gauche et que celui qui m'intéresse plus à gauche ne participe pas aux primaires. C'est pas mal comme bonne fin. Merci à tous les deux en tout cas. Mais vous le mettez à gauche. Oui, il le dit lui-même. S'il dit si être libéral c'est quoi la liberté de l'individu, je suis libéral. Et si être de gauche c'est s'intéresser au sort des plus défavorisés, je suis de gauche. Emmanuel Macron. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur LCI. Restez avec nous, le grand journal de